Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, quel plaisir de vous accueillir sur El Mararabia pour ce nouveau numéro de Microscope, soyez les bienvenus, merci pour votre fidélité. Depuis toutes ces années, je le rappelle chaque soir, encore une fois, c'est grâce à vous, c'est vous qui faites l'information avec vos images, vos témoignages, vos réactions. Et encore une fois, merci à toutes les personnes, les personnalités politiques, les invités, les citoyens, citoyennes qui passent par ce plateau, par cette petite plateforme, cette chaîne à notre humble niveau. Nous essayons tant bien que mal de vous donner la parole et pour que vous puissiez nous parler de votre quotidien et réagir à l'actualité. Encore une fois, tous nos voeux au nom de la rédaction et de la direction de la chaîne, tous nos voeux de sourire, de bonheur et de santé pour vous et vos proches. Début de semaine en France, la semaine a déjà commencé hier en Algérie. En ce dimanche, soyez les bienvenus, on va revenir sur l'actualité. On reviendra aussi sur les vœux d'Abdelmadjid Tebboune qui parle réellement de relance économique. C'est dans le cadre de ces vœux, mais une question qui se pose bien évidemment. Où sont les gros projets, ces grandes entreprises qui ont envie et qui investissent actuellement? Un président qui est très optimiste. On sait très bien que pour parler de relance économique, j'en parlais hier, eh bien le facteur et le paramètre confiance est très très important. On sait très bien qu'aujourd'hui, notamment Abdelmadjid Tebboune et ses équipes ont beaucoup de mal à gagner la confiance des citoyens, des investisseurs, des citoyennes, des Algériens et des Algériennes. Et puis on parle toujours de ces 70% d'économie informelle, donc on y reviendra. L'économie, c'est le quotidien des Algériens. On en parlera encore ce soir. On reviendra notamment sur cette actualité autour du pain, puisque les citoyens se plaignent de l'augmentation du pain. Les boulangers, eux, se plaignent de l'augmentation des matières premières. Et puis, notamment, les hautes autorités, le pouvoir, le régime qui dit, lui, clairement qu'il n'y est pour rien. Donc, où est la responsabilité? Qui est responsable? Qui doit gérer notamment ce dossier qui est du pain? Mais ce n'est pas le seul, puisqu'on reviendra notamment aussi sur cette année 2021 qui a été touchée par la Covid. Encore une fois, ce soir, on rend hommage à plus de 350 médecins, professeurs, spécialistes, infirmiers, infirmières qui ont perdu la vie, notamment dans le cadre de leur fonction, à être proches auprès des patients, ceux qui notamment ont perdu la vie dans le cadre de la Covid pour des raisons de moyens. Toujours, on en parlait hier avec le docteur Mohamed Lamine Chiban hier en émission. Et puis aujourd'hui, un clin d'œil encore une fois, une pensée à tous les détenus, à tous ceux qui sont emprisonnés. Et une pensée aussi aux journalistes, aux confrères Marzouk Touati, qui dirige le site Hogra, qui vient de prendre 1 an de prison il y a quelques minutes précisément. On reviendra aussi notamment sur les annonces et les vœux du chef d'état-major, qui revient notamment sur ses ennemis intérieurs, extérieurs. Il revient longuement sur les sites web, notamment les réseaux sociaux. Il en parle depuis plusieurs mois. Dans l'actualité, on viendra sur cette instance installée qui a pour but de traquer les signes extérieurs de corruption. La lutte contre la corruption qui, je le rappelle, s'est généralisée en Algérie depuis plusieurs décennies, mais notamment sous le règne d'Abdelaziz Bouteflika, figurait au menu des deux conseils de ministres présidés hier par Abdelmadjid Tebboune, qui a annoncé cette instance pour traquer les signes extérieurs de corruption. Et on se rappelle aussi que Abdelmadjid Tebboune avait annoncé clairement que dans le cadre de son mandat, il pourrait récupérer toutes ces sommes qui sont un peu parties dans la nature maintenant depuis plusieurs années et qui n'ont pas fait le bien des Algériennes et des Algériennes. Notamment, il a évoqué hier la récupération des biens saisis. On viendra aussi sur le Sénat qui crie au complot. Et avec nous, dans quelques instants, on va revenir sur les déclarations d'Algérie Part. Il nous en parle dans un instant. Abdou Samad, qui revient sur ces graves tensions qu'il y a entre le président Abdelmadjid Tebboune et le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, qu'on n'a pas vu maintenant depuis plusieurs semaines, notamment dans le cadre de la signature de la loi des finances ou encore lorsque le chef de l'État mauritanien est arrivé. On y reviendra. Il est apparemment question, il va nous en parler, Abdou Samad, dans quelques instants, le remplacement de Ramtan Lamamra pour un nouveau ministre beaucoup plus, je cite, obéissant et conciliant. Il nous dira aussi, il nous parlera de ces révélations, puisqu'à
qu'apparemment Abdelmadjid Tebboune n'a jamais souhaité réellement le retour donc de l'Amamra aux commandes. C'est apparemment donc le chef d'état-major qui avait donc poussé Abdelmadjid Tebboune à ce que l'Amamra soit en place. Bienvenue à vous, je vous présente donc mes invités, le plaisir de les accueillir. Algérie 2 points. Qui détient les clés du palais présidentiel. Brahim Younsi, analyste politique, membre du MDA 82-88. Bonsoir Brahim Younsi. Bonsoir Monsieur Chaban Assi. Et bonsoir aux téléspectateurs et je souhaite à tout le monde une bonne année grégorienne. Merci d'être avec nous, tous mes voeux à vous aussi et vos proches, cher Brahim Younsi. Merci pour votre fidélité. T'es avec nous. Bonne année, une belle santé à vous et vos proches. Idi Rounouron, analyste politique, bonsoir. Bonsoir Monsieur Kassi, merci pour votre invitation. À mon tour de souhaiter une belle et heureuse année à l'ensemble de nos compatriotes en leur souhaitant de la résistance et à la fin du sourire. Inch'Allah, et je rejoins Brahim tout en ne rejoignant pas Brahim pour l'an grégorien, ce qui laisse supposer beaucoup de choses, mon cher Brahim. Merci Idi Rounouron pour ces mots. Il est avec nous, Abdou Semar, bonsoir, bonne année, une belle santé à vous et vos proches dans vos projets. Journaliste Algérie Part, bonsoir Abdou Semar. Bonsoir Chaban, un plaisir de vous retrouver, merci pour l'invitation. Moi je m'empêcherai de vous souhaiter une bonne année parce que je ne vois rien de bon à vous souhaiter vu la situation actuelle de notre pays. Je ne vois rien qui pourrait nous permettre de se réjouir de quoi que ce soit, honnêtement. Vous allez nous en parler. Je vais commencer avec vous, puisque là, dans les 48 dernières heures, depuis exactement le 1er janvier, vous revenez sur 2 points essentiels, notamment ces tensions qu'il y a entre l'Amamra, donc le ministre des Affaires étrangères, qui a effectivement totalement disparu. Mais vous allez nous en dire un plus pour des raisons de Covid. Il est question d'un remplacement et si on relit votre article, donc pour un nouveau ministre beaucoup plus, je cite, obéissant et conciliant. Apparemment, il serait donc reproché, si on vous lit bien ouvertement à Ramtan Lamamra, sa volonté, je cite, de faire cavalier seul sur la scène médiatique et politique pour se préparer pour les futures présidentielles qui sont prévues d'ici 2024. Discrètement, faire discrètement du lobbying à l'étranger comme au sein du sérail algérien, notamment auprès de l'institution militaire pour fédérer autour de sa personne des potentiels soutien. Je vous donne la parole et puis vous revenez notamment sur le rôle de l'ambassadeur d'Algérie à Washington, donc Ahmed Boutache, qui est lui aussi apparemment soupçonné de faire du lobbying à Washington pour promouvoir et soutenir l'image de son ami et mentor Ramtan Lamamra. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Il y a panique au palais, il n'y a plus personne à les clés, d'après ce qu'on peut lire sur notamment votre site. Exactement, Chaban. Tout le problème, c'est que qui a les clés réellement? Tout à l'heure, vous parliez de l'importance. Tebboune voulait, soi-disant, dire que l'année 2022 devrait être l'année de la relance économique. Ce qui est d'ailleurs un contresens de la part d'un chef de l'État, parce que normalement, toutes les années doivent être l'année de la croissance économique, de la relance économique, du développement économique. C'est l'économie qui est la cheville ouvrière d'un pays, qui est la colonne vertébrale d'un pays. Mais bon, on a attendu 2022 pour se rappeler de la nécessité de développer le pays. Déjà, c'est inquiétant. Pour qu'on puisse développer un pays, il faut qu'il y ait un État qui fonctionne de manière cohérente. C'est-à-dire, nous avons des institutions qui entraînent un mode de fonctionnement qui oblige à des pouvoirs qui sont séparés. Chaque pouvoir demande des comptes à un autre pouvoir, et c'est comme ça cet équilibre des pouvoirs qui permet à un État de rester stable et de pouvoir créer des richesses et de garantir le développement d'un pays. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'État n'existe pas en soi. Il y a un système politique qui est détenu, qui est composé par un certain nombre de clans, et chaque clan il a un parrain, et ces parrains se disputent éternellement la conquête du pouvoir. La dernière dispute qui a éclaté de manière violente et de manière spectaculaire, celle qui oppose Abdelmadjid Tebboune et son entourage à Ramtan Lamamra et son entourage. Ramtan Lamamra, c'est Chaban, être au courant, il n'a jamais été nommé par Abdelmadjid Tebboune. Le 7 juillet 2021, lorsqu'il est revenu au gouvernement, en tant que chef de la diplomatie algérienne, ce n'est pas Abdelmadjid Tebboune qui a voulu son retour. C'est Chengriha, patron de l'institution militaire algérienne, chef d'état-major de l'ANP, qui a imposé
le retour de la Mamra. Tebboune a un défaut qui est de beaucoup de chefs d'État de pays sous-développés ou de dictateurs de totalité ou de premiers responsables du système totalitaire. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui passe le temps. C'est quelqu'un qui a un profond complexe d'infériorité parce que les personnalités sont beaucoup plus. La Mamra a un rayonnement international plus important que celui de Tebboune. Il est apprécié au sein de l'armée beaucoup plus que Tebboune. Il a un carnet d'adresses beaucoup plus riche et beaucoup plus enrichissant que celui de Tebboune. Donc Tebboune n'a jamais voulu du retour de la Mamra. Il a accepté la mort dans l'âme pour faire plaisir à l'armée. De juillet jusqu'à novembre, jusqu'à décembre, ça se passait plus ou moins bien. Et à partir de mi-novembre 2021, avec à la suite d'une rencontre secrète qui s'est déroulée à Paris entre la Mamra et Emmanuel Macron, une rencontre qui a été organisée pour essayer de réconcilier Alger et Paris à la suite d'une tempête diplomatique. À la fin de cette rencontre, et les jours qui ont suivi, l'entourage de Abdelmajid Tebboune a commencé à soupçonner et à douter de la fidélité de la Mamra, voire même, ils ont commencé à découvrir que la Mamra est de plus en plus appréciée par les capitales occidentales et qu'il y a des informations qui circulent sur une forte probabilité, est-ce que la Mamra soit lui-même un petit candidat aux élections présidentielles d'ici la fin du mandat présidentiel de Abdelmajid Tebboune. Et c'est là où il y a eu une grosse panique dans cette maladie. Et c'est là où Tebboune a pris peur énormément. Tebboune veut absolument rester pour un second mandat. Tebboune sait très bien qu'il s'il quitte le pouvoir en 2024, il risque de finir très mal. Tebboune a 2 années de la fin de son mandat. Il sait qu'il doit manœuvrer dès maintenant pour essayer de rester le plus longtemps au pouvoir et décrocher un deuxième mandat présidentiel. Et il a vu en la main une menace potentielle de stabiliser et provoquer une chute. D'où donc le conflit qui a éclaté. Et a profité de sanitaire de la Mamra pour essayer de le remplacer parce qu'il y a un remaniement ministériel qui devait être opéré avant la fin de l'année 2021. Il a été reporté à la première semaine de janvier 2022. Il devrait se tenir entre le 4 et le 10 janvier prochain. Et ce remaniement est totalement bloqué en ce moment par le qui devrait être réservé à la Mamra, à savoir l'armée ne veut pas le départ de la Mamra, Tebboune et son entourage exigent le départ de la Mamra. Le conflit, le bras de fer est à ce moment-là, et au cours de cette semaine, on verra si Tebboune a pu imposer son agenda ou si au contraire, il va se contenter d'exécuter et de respecter le vœu de l'armée. Abdou Samar, je profite de votre présence et merci de nous avoir fait un état des lieux un peu de vos investigations. La problématique en Algérie depuis plusieurs années, décennies même, c'est la présence de l'armée, effectivement. On en parle malheureusement à chaque émission. Le chef d'état-major s'exprime régulièrement, fait aussi de la politique clairement. Là, vous nous dites clairement que Abdelmajid Tebboune a été donc forcé de réhabiliter Ramtan la Mamra en juillet 2021. Et vous dites quelques lignes plus tôt, effectivement, que c'est le chef d'état-major. Donc, clairement, aujourd'hui, en prenant cet exemple-là, par exemple, c'est le chef d'état-major, il a notamment dans le cadre de la mise en place de ministres qui ne relèvent pas du tout de l'armée d'un pays. Pour être clair, la constitution d'un gouvernement se fait en lien avec un président et le premier ministre qu'il mène. Là, vous confirmez, vous, encore aujourd'hui, que le chef d'état-major, encore aujourd'hui, en ce début d'année 2022, il a vraiment une prestance, une présence, une domination même, et on l'a même vu dernièrement sur ces images où Ben Ali remet instinctivement la coupe au chef d'état-major. Le système algérien, il a à forte dominance militaire, qui domine depuis toujours, depuis l'indépendance du pays.
Dans les années Bouteflika, l'institution militaire s'est effacée. Bouteflika avait réussi au bout de 3 mandats de renverser les rapports de force et de s'imposer comme étant le chef qui décide. Mais à la partir du 4e mandat, il a partagé une grosse partie de son pouvoir avec Gaïd Saleh après avoir éliminé le général Toufik, après avoir démantelé le DRS, le fameux DRS, qui était la colonne vertébrale du système militaire algérien. Et depuis le Hirak et la chute de Abdelaziz Bouteflika, le système algérien est redevenu militaire à 100%. Le régime algérien s'est remilitarisé et Abdelmadjid Tebboune partage une grosse portion du pouvoir avec l'état-major de l'ANP. Dans tous les remaniements ministériels, il y a le quota de l'état-major de l'ANP. Avant, lors du 4e mandat de Bouteflika, on avait le quota de Gaïd Saleh, qui était petit, qui était un quota assez symbolique ou significatif. Auparavant, il y avait le quota du général Toufik et du DRS, qui était important, mais après le démantèlement du DRS en 2015, c'est fini, le clan de Bouteflika a dominé outrageusement le pouvoir algérien. Aujourd'hui, nous avons le quota majoritaire du gouvernement et décidé par l'état-major de l'ANP. Réellement, les hommes de Tebboune au sein du gouvernement algérien, ils se comptent sur le bout des doigts. Vous avez Kamel Beldjoud, qui est le ministre de l'Intérieur, vous avez l'actuel ministre de l'Habitat, vous avez il y a 4 ou 3 portefeuilles ministériels qui ne sont pas importants. Mais dans les portefeuilles régaliens, il n'y a que le ministère de l'Intérieur qui a été nommé et décidé par Abdelmadjid Tebboune. Qu'on soit très clair, le ministère des Finances est toujours pratiquement vacant, parce que le Premier ministre occupe le rôle de ministre des Finances et de Premier ministre, parce qu'il n'y a pas encore eu de consensus entre l'armée et la présidence sur le choix de celui qui doit être le ministre des Finances. Mais tous les autres ministères régaliens échappent au contrôle de Abdelmadjid Tebboune. Certains ministres étaient déjà là avant lui, comme Mohamed Erkeb, celui de l'énergie. L'énergie est considérée comme un département régalien en Algérie. Les affaires étrangères, l'Amamara, c'est l'armée. Ce n'est pas lui. Les affaires étrangères, c'est considéré comme un département régalien. La justice a été nommée selon un consensus, mais encore une fois, le consensus, c'est quoi en Algérie? C'est l'armée qui propose et le président qui accepte. C'est une réalité. Ce président doit diriger avec l'armée. Il est obligé de diriger avec l'armée et nous l'avons vu durant toute l'année 2021. Rappelez-vous, les affaires du pays les plus sensibles étaient dirigées et les décisions étaient prises lors des hauts conseils de sécurité. Les hauts conseils de sécurité, nous avons eu une dizaine de hauts conseils de sécurité en une année. Pratiquement chaque 15 jours, chaque mois, on avait eu un haut conseil de sécurité. Le haut conseil de sécurité signifie quoi? Signifie que l'armée est associée à la prise de décision. Aujourd'hui, pour le prochain remaniement, l'armée va peser encore et va imposer ses choix. En essayant vraiment d'être clair et honnête, comme vous savez bien le faire, la place du président Tebboune aujourd'hui en Algérie, quand on lit vos papiers, voilà, vous avez des sources que bien sûr, on le sait très bien, entre confrères, on ne se les demande pas, hein, ça c'est propre à chacun, mais la place du président Abdelmadjid Tebboune aujourd'hui, est-ce que réellement il dirige, est-ce que réellement il a son mot à dire, ou là on en parlera tout à l'heure parce qu'on va devoir vous libérer, mais il vient d'annoncer l'année de la relance économique. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'économiquement parlant, le pays vit une période très difficile. Où sont les investisseurs? Il annonce tout de même des choses qui sont plein d'optimisme, hein, on veut bien le croire et c'est ce qu'on souhaite à cette Algérie. Mais pour vous, lorsque le président Tebboune intervient, quelle place il a selon vous aujourd'hui? Est-ce que, pour reprendre le terme que souvent les internautes reprennent, certains invités analysent, c'est une marionnette, excusez-moi de l'expression, ou est-ce que réellement il a vraiment une place et c'est un haut dirigeant de ce pays qu'est l'Algérie? Alors, pour être très clair, Chaban, les choses sont beaucoup plus complexes qu'on le pense. Il faut avoir l'esprit de nuance. Dire c'est une marionnette, c'est pas vrai. Mais dire qu'il est le président normal, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que Abdelmadjid Tebboune, c'est pas un Bouteflika. C'est pas quelqu'un qui a pu avoir le pouvoir de Bouteflika et c'est quelqu'un qui n'aura jamais le pouvoir de Bouteflika. Si Bouteflika ne voulait pas être les 3/4 du président, Tebboune n'est même pas les 2/4 d'un président. Tebboune a une partie du pouvoir, il détient une partie du pouvoir, mais juste une partie du pouvoir. Ce n'est pas la plus grosse partie. Et Tebboune est là, doit et composera. Il est obligé, contraint de composer régulièrement, quotidiennement et éternellement avec l'état-major de l'armée. Voilà, donc ce n'est pas un président, ce n'est pas un chef d'État au sens propre du terme, tel que nous connaissons dans d'autres pays ou tel que nous l'avons connu avec Bouteflika. Bouteflika, à partir du 3e mandat, où il a vraiment pu accumuler un pouvoir immense. Il faudra peut-être revenir à l'époque de Mouboudine
pour connaître une séquence politique où un président avait autant de pouvoir, c'est-à-dire qu'il avait dominé l'état-major de l'ANP, qu'il avait une supériorité par rapport aux services secrets et qu'il a pu imposer tout son clan. On n'est pas dans cette séquence-là. On ne risque pas de connaître cette séquence-là tant que le régime algérien est militarisé dans ses plus grandes proportions. Donc la portion du pouvoir de Tebboune, elle se limite à la gestion de certains dossiers économiques, à la gestion de certains dossiers sociaux, à la gestion de certains dossiers qui relèvent de la vie quotidienne des Algériens, mais toutes les plus grandes décisions les plus importantes dans les relations étrangères, dans la diplomatie, dans l'attribution des méga-projets du pays ou dans la nomination des ministres qui doivent s'occuper des départements régaliens, ou dans l'organisation des services de sécurité, etc. Là, son pouvoir il est tout à fait limité et partagé avec l'état-major de l'ANP. Est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, au sein des hautes instances, au sein du pouvoir, c'est très fragile, c'est vraiment, alors beaucoup aussi emploient ce terme de panier de crabe, c'est-à-dire plusieurs personnes, des hauts dirigeants, l'armée, des ministres, des anciens présidents, tout ça c'est un peu cacophonique et c'est très fragile. Ils se bouffent entre eux, excusez-moi d'expression, ça manque de communication, chacun veut essayer de encore prendre une part du gâteau et à un moment donné, ça se fragilise et ça peut s'effondrer. Chaban, il faut savoir que dans le monde, quand on observe le monde qui nous entoure, que l'Algérie fait partie d'une planète, jusqu'à preuve du contraire. Les Algériens ont du mal à croire, des fois ils oublient qu'on fait partie d'un monde, d'une planète. La majorité des pays du monde, il y a deux catégories. Il y a la catégorie des systèmes totalitaires et des dictatures. C'est des systèmes où vous avez des hommes forts, des chefs, qui dominent l'ensemble des institutions du pays et qui placent un entourage et qui sont hyper puissants et détiennent tous les pouvoirs. C'est le cas par exemple de la Russie de Poutine, c'est le cas de la Turquie d'Erdogan, par exemple. Ça, c'est une catégorie de pays. Et vous avez une autre catégorie, c'est les pays démocrates. Les pays où il y a des systèmes démocratiques, où il y a une culture démocratique, où il y a des institutions démocratiques, où il y a des présidents, ou des premiers ministres, ça peut être des systèmes fédéraux, ça peut être des républiques, où il y a un parlement, il y a un sénat, il y a un gouvernement, il y a une justice plus ou moins indépendante, et il y a un équilibre de force qui assure le fonctionnement de ces pays-là. Nous appartenons à une catégorie qui n'est ni dans la première ni dans la deuxième. Nous appartenons à une catégorie où le pouvoir est un équilibre entre des clans qui n'ont aucun enracinement dans la population et qui n'ont aucune légitimité, excepté de posséder les armes, excepté d'être militaires, excepté d'avoir entre les mains des moyens de répression. C'est-à-dire que nous avons un pouvoir où il y a l'armée qui domine, un président qui est là, qui fait le trait d'union entre l'armée et le peuple, et des services secrets qui essaient de maintenir la paix, maintenir la stabilité du pays. Donc c'est un système plus que fragile, c'est un système qui n'a pas de sens. Parce que un pays, pour qu'il puisse se développer, il faut qu'il y ait un seul centre de décision. Un seul centre de décision. En Algérie, nous avons une multitude de centres de décision. Tebboune veut décider, l'état-major de l'ANP veut décider, les services secrets veulent décider, tout le monde veut décider. Et vous connaissez le proverbe algérien. Un bateau où il y a plusieurs capitaines, ce bateau finit par faire un naufrage. Et c'est le cas, le problème de l'Algérie. Nous n'avons pas eu encore la possibilité d'avoir un seul centre de décision. Nous l'avons eu avec Bouteflika lors du 3e mandat, mais à la fin de son 3e mandat, 2013, il tombe malade, et sa maladie a favorisé l'avènement de son frère et d'un certain nombre d'oligarques et de paragénéraux, etc., ce qui a mené le pays vers le hirak de 2019. Mais l'Algérie est toujours à la recherche d'un leader, d'un président qui domine, qui est fort, qui fédère autour de lui et qui sera le seul à décider. Et tant qu'on n'arrive pas à ce modèle-là, on va toujours connaître le sous-développement, la pauvreté, l'instabilité, les guerres de clans, des séquences de répression terribles, des émeutes, des mouvements de colère populaire. Parce que le pays en pâtit de cette instabilité chronique qui est inscrite dans les gènes, dans l'ADN du régime algérien.
Dernière question avant d'accueillir mes deux autres invités, car on va vous libérer. Et le peuple dans tout ça, on a entendu le président Tebboune dernièrement en disant « Moi, l'abstention dans le cadre d'élections, c'est pas mon problème, enfin je m'en contrefiche ». Et le peuple dans tout ça, on a l'impression que, pour terminer un peu sur cette actualité, ce début janvier, quand on a écouté les vœux d'Abdelmadjid Tebboune, effectivement, il n'y a eu aucun mot sur ces patients décédés dans le cadre de la Covid, mais aussi ce corps médical, les personnes qui ont perdu la vue dans le cadre des feux, il y a les haragas, il y a les personnes qui ont perdu la vie aussi dans le cadre des inondations. Enfin, c'est un pays qui vit des grosses difficultés économiquement. On a l'impression que le peuple dans tout ça, il est oublié au sein de toutes ces personnes que vous venez d'évoquer à l'instant. Il n'est pas oublié, Chaban. Le peuple n'a pas d'existence. Dire la vérité, malheureusement, le peuple algérien, comme les supporters dans un stade de football. Les matchs en Algérie se jouent à huis clos. La gestion du pays se joue à huis clos. On n'a pas besoin de supporters. Il y a un arbitre, il y a des joueurs, et à la fin, on affiche le score selon des discussions entre l'arbitre et les joueurs. Mais le peuple algérien, c'est un peuple de supporters dont la présence est quasiment symbolique. Les Algériens eux-mêmes n'ont aucun droit de regard sur le fonctionnement de leur pays. Ils n'ont absolument aucune possibilité de changer les choses. Ils l'ont tenté avec le Hirak. Ça n'a pas marché, ça a échoué pour des raisons qu'il faudra peut-être évoquer dans plusieurs émissions pour faire l'autopsie du Hirak, mais les Algériens n'ont absolument aucune influence quelconque, en tout cas, sur le fonctionnement du régime algérien. Pour qu'ils aient une influence, il faudrait qu'ils fassent un grand mouvement de protestation, il faudrait qu'il y ait des émeutes, il faudrait que ça bouge dans la rue, mais quand la rue ne bouge pas, quand la rue reste dominée et calme, ils n'ont absolument aucune influence. Et leur rôle est quasiment, franchement, pour paraphraser un dirigeant algérien à qui j'ai parlé un jour, je vous fais cette confidence, un dirigeant algérien m'a dit un jour, Abdou, si les règles de l'ONU changent et on nous dit qu'on peut faire des pays sans peuple, on va le faire sans peuple. On n'a pas besoin d'un peuple. Merci. Abdou Semad d'avoir été avec nous, journaliste Algérie Part. Merci de nous avoir consacré à ces quelques minutes. J'ai commencé par vous car malheureusement, heureusement vous avez un planning et un emploi du temps, mais malheureusement pour nous, on n'a pas pu vous garder, mais en tout cas, on vous a bien entendu et vous nous avez apporté des éléments de réflexion, bien sûr, selon votre expérience, vos analyses et votre vécu. Merci. Idir Nouron, Brahim Younsi sont avec nous comme chaque lundi. Idir Nouron, rebonsoir. J'ai envie une nouvelle fois, bonne année. Un regard sur cette année 2021 qui vient de se passer. Peut-être quelques mots, quel bilan vous faites? Et puis, en parallèle, on vient d'avoir, on se le disait tout à l'heure au téléphone, cet après-midi, on vient de lire depuis maintenant plusieurs heures les vœux d'Abdelmadjid Tebboune qui sont peut-être un peu à côté de la réalité actuelle des Algériens et qui sont aussi à côté peut-être de l'avenir des Algériens, notamment sur cette relance économique. Tout à fait. Mais avant de donner mon point de vue, je voudrais quand même répondre à M. Abdou Semad avec lequel j'ai quelques désaccords. Certains éléments qu'il formule peuvent, à la limite, être le fruit d'une analyse. Vous savez, dans ce genre de discours, il y a l'information, il y a l'analyse. Moi, je pense que parler déjà d'une probable rivalité à la prochaine élection présidentielle entre M. Lamamra et M. Tebboune est vraiment prématuré. Les prochaines élections présidentielles ont lieu en 2024. 24. Oui, en 2024. Donc, quand bien même il y aurait eu cette espèce de rivalité entre deux personnalités, l'une occupant actuellement le palais d'El Mouradia et l'autre ayant une ambition de lui succéder, je pense qu'il y a d'autres moyens pour pouvoir éliminer la Mamra qui pourrait être éventuellement un concurrent ou un second mandat pour M. Tebboune. Cependant, il aurait pu, dans son analyse, dire qu'on a quand même une réunion des pays arabes de la Ligue arabe qui va arriver dans 2-3 mois. Si c'est un échec, ce qui est fort probable, il pourra faire endosser la responsabilité à M. Lamamra. Ça, c'est le premier élément. Troisièmement, au niveau de la crise libyenne, où on oublie de dire que nos services sont largement impliqués dans cette
dans cette affaire libyenne. Combien de fois ai-je dit sur le plateau que notre sécurité commence aussi bien à Tripoli qu'à Bamako. Sur la crise malienne aussi. Ce qui me fait penser que je pense que même s'il y a un dissensus dans le groupe qui gouverne, ce dissensus-là peut être réglé et il n'est pas à l'ordre du jour. Par contre, là où je peux souscrire à une partie de son analyse, c'est quand il dit il y aura probablement un remaniement ministériel dans les quelques jours ou 2-3 semaines qui vont arriver, effectivement. Et là, je rebondis sur les vœux de M. Tebboune. Quoi dire sur ces vœux? C'est des vœux qui comme d'habitude, M. Tebboune, dans le communiqué que j'ai vu sur l'APS, ce communiqué est stérilisant. Il n'y a pas un mot d'empathie pour une année 2021 qui a été marquée par des tragédies pour le peuple algérien. Les tragédies de Haraga, les incendies de cet été, pas un mot de compassion. Une crise économique qui a laminé des groupes sociaux, des classes moyennes supérieures aux classes moyennes, qui ont jeté dans la précarité des millions d'Algériens, pas un mot dessus. Et en plus, il acte dans son communiqué quelque chose que je trouve... mais ça acte aussi un aveu d'échec quand il dit qu'il y a des forces à l'intérieur du pays qui ont organisé des pénuries des produits de première nécessité. Mais que fait son ministre du Commerce qui a été incapable d'organiser les forces du marché? Est-ce que ce ministre doit rester dans son prochain gouvernement? Qui est responsable? Et quand le président de l'État dit toute honte bue, il y a des forces, il sous-entend, il y a des forces à l'intérieur, des forces d'inertie, des forces responsables du statu quo, c'est un aveu d'échec. Il n'est plus dans sa posture régalienne de chef d'État, ça c'est deux. Et ce que je voulais dire aussi en dernier ressort, et je laisse la parole à Brahim, c'est que je voudrais simplement dire à M. Abdou Samar que le ministère de l'énergie dans n'importe quel pays du monde n'a jamais été un ministère régalien. Voilà. Alors, il est bien évidemment prévu qu'on revienne sur ces points d'actualité parce que la question, effectivement, c'est celle des Algériens et des Algériennes pour essayer de comprendre encore aujourd'hui qui c'est qui les gouverne, car faire un citoyen aussi, et c'est tant de délire des hommes et des femmes politiques pour justement qu'on mette un peu les projets pour lesquels ils ont voté, même si on sait très bien qu'en Algérie, ces projets politiques, c'est une longue question, et aussi bien les élections. Mais quelle analyse vous faites, Idir Ounouron, alors sur un peu cette absence de la Mamra, ministre des Affaires étrangères? On ne l'a pas vu dans le cadre de la signature de la loi de finances, on ne l'a pas vu lorsque le président mauritanien est arrivé, selon vous? Ce qui se dit dans un journaliste qu'il ait été atteint du Covid ou de la Covid-19, ce qui laisse supposer qu'il est en isolement sanitaire. Par contre, il faudra attendre le prochain Conseil des ministres pour voir éventuellement si son absence conforte l'idée de Abdou Samar qu'il y a véritablement gros problème à la poursuite de la collaboration entre le président et son ministre des Affaires étrangères. Mais il est très difficile de lire son absence. Si tant est qu'il n'est pas malade, son absence pose question, bien évidemment. On va y revenir car effectivement là il s'agit du ministre des Affaires étrangères, Ramzan Lamamra, mais il est arrivé notamment dans le passé en Algérie où on a vu l'absence de certains, l'arrivée d'autres. On essaie surtout de comprendre un petit peu quelles sont les relations des uns et des autres et qui réellement est à la tête de cette belle nation. Brahim Younsi, rebonsoir une nouvelle fois. Bien écoutez, vous pouvez effectivement réagir à chaud sur ce que vous avez entendu, notamment sur les remarques d'Abdou Samar. Et puis, vous n'aviez pas de son? Non, parce que j'avais enlevé mes écouteurs à ce moment-là. Désolé, ils sont tombés. Je ne me suis même pas rendu compte. Bon, écoutez, je ne sais pas si je dois prendre ça avec de l'humour. En tout cas, bon, peut-être... Oui, c'est un peu d'humour. La question à laquelle je voudrais répondre, c'est celle que vous posez. Qui détient les clés du palais présidentiel? Et là encore, c'est un peu d'humour. C'est
à mon sens, le concierge ou la conciergerie. Vous savez, la situation du pays, le peuple algérien la connaît et sait qui est qui. Et tous les personnages, je dis bien tous, ceux qui sont du premier d'entre eux qui n'a pas été élu, parce que nous savons tous qu'il a été posé là où il est posé. Je veux parler de celui que l'on appelle le président de la République, parce qu'il a été posé là, et ceux qui l'ont posé là peuvent le dégager demain ou après-demain. Cela est une réalité que tout le peuple algérien connaît. Nous connaissons les mœurs du système algérien. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc les spéculations, des choses comme cela, le peuple algérien en mange tous les jours. Tous les jours. Les gens spéculent. Et voilà. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans les spéculations. Il y a une réalité, et la réalité sociale et économique et politique est tellement prégnante que toutes les déviations ne sont là que pour amuser la galerie. Parce que les discours que l'on entend sur les divergences qu'il y aurait entre les uns et les autres, qu'un tel ou un tel, fût-il le ministre des Affaires étrangères, et un ministre des Affaires étrangères peut être dégagé à n'importe quel moment, occupe-t-il un poste régalien ou pas, cela dépend de ceux qui l'ont posé là aussi. Voilà, même la Mamra a été posée là où il a été posé, là où il est. Personne n'est l'élu du peuple pour avoir une légitimité pour être là où il est. C'est l'état-major qui a posé tout le monde. Personne n'a de pouvoir en dehors de l'état-major, y compris celui qui fait office de chef de l'État. Un mot peut-être sur cette année 2021, Brahim Younsi. Quel bilan vous faites de cette année? C'est un bilan zéro, un échec total, un bilan catastrophique à tout point de vue, y compris institutionnel. Toute personne n'est à sa place, ni le chef d'état-major, parce qu'il joue au chef de l'État, et sans doute qu'il est le véritable chef de l'État. Mais la population ne lui a pas donné ses voix pour qu'il agisse comme un chef d'État, comme le Deus ex machina qui dirige l'ensemble du pays. Et il le montre que c'est lui qui est la commandature. Le chef d'état-major, c'est le commandateur, c'est la commandature. C'est ça, la réalité du pouvoir est entre les mains de l'état-major, entre les mains du commandement militaire. En dehors de cela, il n'y a aucun pouvoir. Ce que nous voyons, c'est un théâtre d'ombre qui s'agite et rien du tout, y compris d'ailleurs, pardonne-moi, Chaban, y compris la presse, participe de ce théâtre d'ombre. C'est une vérité, une réalité. Les choses les plus importantes sont entre les mains de l'armée, du commandement militaire, pas y compris, et l'économie est entre les mains du commandement militaire. Et la situation politique, c'est le pouvoir militaire, c'est le commandement militaire qui l'a fait ou qui l'a défait. Or, nous savons que ceux qui jouent le jeu politique ou le jeu entre guillemets démocratique sont téléguidés
par le commandement militaire, c'est lui qui demande aux Indes de participer, celui qui n'a pas réussi par la menace à convaincre les autres et la menace à jouer parce que certains n'ont plus le droit à la parole. Je veux parler de certains chefs de partis politiques qui n'ont plus droit à la parole et si jamais ils se l'ouvraient, passez-moi l'expression, ils se retrouveraient en prison. Alors justement, Brahim Younsi, c'est la question que je vais poser à Idirou Nouron. Et Idirou Nouron, vous pouvez aussi réagir. Vous avez l'habitude maintenant depuis plusieurs années, dans le cadre de cette émission, réagir les uns avec les autres. Mais vous venez de parler d'économie militaire, justement. La sortie du Sénat qui crie au complot, d'ailleurs c'est la une de nos confrères de Liberté. Le Conseil de la Nation qui se positionne fermement et prend la défense du président Tebboune et sa ligne politique. C'est une sortie rare et inhabituelle. Donc le Conseil de la Nation qui défend la démarche du président contre des partis qu'il n'a pas nommés. Salah Goudjil a dénoncé les discours, je cite, tendancieux et dévalorisants qui tentent, selon elle, à perturber la démarche donc, du président Tebboune. Goudjil qui a aussi exprimé l'adhésion de la première chambre à la politique visionnaire. Et puis surtout, ces éléments qui sont importants, est-ce qu'il ne s'en prend pas directement ou indirectement? C'est la question que je vous pose à vous deux, Idirou Nouron et Brahim Younsi, notamment lorsqu'il dit que le Conseil de la Nation n'apporte cependant aucune précision sur ces partis qu'il accuse à demi-mot de fomenter un complot contre le chef de l'État avec toutefois une fléchette décochée à l'endroit de ceux qui font de la politique en dehors des cadres légaux et en coulisses. Et il revient notamment, il pointe aussi du doigt l'économie parallèle et parasitaire qui est corollairement liée à ceux qui font, je vous le disais, de la politique en dehors de ces cadres légaux et en coulisses. De qui parle-t-il? D'abord une réaction sur la sortie du président du Conseil du Sénat, du Conseil de la Nation. Et puis de qui parle-t-il lorsqu'il dit c'est moi? Est-ce qu'il parle justement peut-être de l'armée qui sort des cadres légaux pour faire de la politique, par exemple? Idirou Nouron. Oui, juste pour abonder dans le sens de Brahim, de commandement militaire, on l'a toujours dit, le commandement militaire, c'est le cœur du pouvoir algérien. Et c'est de là que partent toutes les décisions importantes et moins importantes. Par contre, ces histoires de clans qui sont dans cette espèce de fantasme collectif, j'y crois pas beaucoup parce que quand bien même il y aurait des difficultés entre eux, ils arrivent toujours à cette espèce de concept de neutralité positive parce que les intérêts sont tellement immenses qu'ils ne peuvent pas à un moment donné, et ça favorise le statu quo par ailleurs. Ce que je voulais dire aussi, c'est que il faut, pour moi, le responsable, c'est pas M. Tebboune, quelque part. C'est le commandement militaire qui a choisi, juste après la démission de M. Bouteflika, de choisir la voie constitutionnelle, alors que le peuple était sorti pour exprimer donc le rejet du 5e mandat et de rentrer dans un processus constituant. Or, le commandement militaire a fait une erreur politique, d'autant qu'il fait de la politique, et je précise, parce qu'il a choisi de favoriser le système en place, ce système qui est à la fois corrompu et corrupteur, c'est un système patrimonial, et il a surtout joué les élections contre la démocratie et les élections contre le peuple. Parallèlement à votre question, par rapport à la sortie de M. Goudjil, d'abord c'est un personnage qui a plus de 90 ans, sa place pour moi est chez lui à la maison, à profiter d'une retraite bien méritée. Ça fait plus de 60 ans qu'il est en exercice dans le système politique algérien, que ce soit à l'indépendance, c'était un ancien officier de la LN, durant la période de Boumedienne, la période de Chedli et la période de Bouteflika. Bon, il s'est excentré à un moment ou à un autre et puis il est revenu. Il faut dire que c'est le deuxième personnage de l'État. Donc si on reste dans un cadre formel de démocratie, on l'a évoqué tout à l'heure, vous et moi, Monsieur Kassi, en disant, moi, les flèches qu'il a donc lancées, pour moi, ça s'adresse justement à l'état-major, ou à une partie de l'état-major. Parce que le responsable de ce que M. Tebboune appelle un peu, sans le dire, les forces d'inertie ou les forces du statu quo, c'est ou une partie de l'État profond,
ou une partie des gens une partie ou tout parti qui l'ont installé à la tête de la présidence de la République. Mais je pense honnêtement que la conjonction entre les messages des vœux de M. Tebboune et la sortie de monsieur Bougil acte qu'il y a vraiment un malaise au sommet de l'État. Comment va-t-il être réglé? Il ne peut pas être réglé par la démocratie parce que c'est pas possible. Donc, fatalement, ça pose encore question. Quelles forces vont-ils agréger autour d'eux pour probablement inverser un rapport de force? Parce que pour moi, l'état-major est un état-major uni pour le moment. Sauf si de jeunes officiers conscients des risques qu'encourt le pays puissent prendre la décision de faire pression sur l'état-major actuel afin de revenir à la raison et d'aller rencontrer le peuple et le peuple du Hirak. Donc c'est très complexe. Et comme a dit Brahim, et je rejoins tout à fait les analyses spéculatives, ce n'est pas un spéculateur, M. Younsi n'est pas un spéculateur, je le rejoins tout à fait, mais les forces en présence sont tellement... c'est-à-dire que la plupart du temps, c'est des actions, des articulations tactiques, planiques, pour des séquences limitées dans le temps. Et sans perspective historique, et vous l'avez souligné dans votre question, en omettant ce que souhaite le peuple. Et c'est toutes ces questions qui renvoient à la démocratie qui posent problème. Et je pense que pour embrayer sur les forces qui restent à l'intérieur du Hirak et qui peuvent faire quelque chose, elles doivent se pencher, ça doit les agiter politiquement à trouver d'autres moyens de lutte. D'autant que dans le pays, monsieur Kassi, j'aurais terminé, sur l'année 2021, et Brahim pourra rebondir là-dessus, je donne que les deux axes et je le laisserai terminer, c'est qu'on a reçu deux résolutions du Parlement européen. On a reçu une espèce de, pas d'avertissement, du Haut Comité des Nations Unies, des droits de l'homme des Nations Unies, rappelant à l'Algérie ses obligations concernant les droits de l'homme. Le dernier rapport de la Banque mondiale et le dernier rapport du Haut Commissariat des Nations Unies sur la notion de terrorisme. Et ce que je dis très souvent, l'article 87 bis dans son décret d'application et l'article 30 faisant de l'armée dans son alinéa 4, le décideur pour les intérêts vitaux et stratégiques du pays. Je me demande ce que font les magistrats, je me demande ce que font les avocats, je me demande ce que font les forces politiques du pays, parce qu'il faut dénoncer et demander l'abrogation d'au moins de l'ordonnance dans un premier temps, en attendant une révision constitutionnelle pour carrément abroger l'article 30 dans son alinéa 4 et 3. Oui, je pense que vous m'entendez très bien, Brahim Younsi. Bien écoutez, vous pouvez réagir aussi sur les éléments de réflexion que vient d'évoquer Heidi Nouron, et puis aussi sur la sortie inhabituelle de Salah Goudji, le président du Conseil de la Nation, voilà, bien sûr, qui est derrière le président Tebboune, et puis qui évoque ces personnalités, cette économie parallèle, vous en parliez tout à l'heure, qui sortent, des politiques qui sortent de ce cadre légal, qui font de la politique en coulisses. Indirectement, est-ce qu'ils ne s'attaquent pas ici à l'armée, enfin au chef d'état-major, pour être clair? Sincèrement, je ne sais pas, mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas du tout nouveau. L'Algérie, où le pouvoir, ou les pouvoirs illégitimes successifs qui ont occupé l'Algérie, ont toujours agi dans des cadres hors de la légalité, parce qu'ils souffrent d'illégitimité. Il y a un couple, et un couple inséparable, c'est la légitimité et la légalité. La légalité participe, de mon point de vue, lorsqu'il n'y a pas de légitimité, du nazisme et du fascisme. Et ça, Carl Schmitt nous l'a bien expliqué, à savoir que pour lui importait la légalité, qui donnait quasiment ipso facto à l'État au Troisième Reich. Voilà ce qu'est la légalité. Moi, je ne le reconnais ni légitimité, parce qu'ils ne sont pas l'émanation de la volonté populaire, et je ne reconnais pas
la légalité qu'ils m'imposent. Parce que cette illégalité, c'est eux qui font les lois et ils font des lois illégitimes. Voilà la réalité de... Et nous le savons, plus la République est corrompue et plus les lois se multiplient. Et c'est ce que ce pouvoir illégitime est en train de faire. La République est corrompue. Elle ne peut que multiplier les lois parce qu'elle sait qu'elle ne peut gouverner que par les lois scélérates. Voilà, toutes les lois produites sont des lois scélérates parce qu'elles ne parviennent pas, elles ne sont pas l'émanation de la volonté populaire. Parce que le peuple n'a élu ni le président du Sénat, qui est le deuxième personnage de l'État, ni le président de l'Assemblée populaire nationale, ni aucun député, ni aucun conseiller de la nation. Et il conseille qui et quoi? Voilà, il y a une armée, il y a un commandement militaire, et cela depuis des décennies. Il y a un commandement militaire qui donne des ordres, et tous ceux dont on a parlé, c'est des petits soldats. Donc ils obéissent, et ils obéissent aujourd'hui à Shengriha. Hier c'était à Gaïd Salah, et avant Gaïd Salah c'était Khaled Nzar, et on peut remonter la chaîne de commandement. C'est ça aussi la réalité de ce pays. En dehors du commandement militaire, tous ceux qui se mettent en complet veston sont des petits soldats qui se mettent au garde à vous au moindre claquement de doigts. Restez avec nous, Brahim Younsi. Quelques petites secondes, on va revenir sur la polémique, malheureusement la difficulté pour les Algériens et les Algériennes à se procurer, à aller acheter du pain, puisque c'est une denrée importante de première nécessité en Algérie qui est énormément consommée. Les matières premières augmentent, les clients bien évidemment râlent de l'augmentation du pain. D'un autre côté, les boulangers donc expliquent qu'ils sont dans l'obligation puisque les matières premières augmentent. Et d'un autre côté, donc les hautes autorités, les instances politiques, le pouvoir dit clairement qu'il n'y est pour rien. On va écouter notamment ces consommateurs et ces professionnels du secteur. عم بالك الفاضوي زاد، الخميره زادت، السينوش زاد، السكر زاد، الزيت دي فوا ما نلقاوهش خلاص. كلش زاد. فارينا مثلا احنا في تروح لصنباك ما كانش. تروح للكروسيس تلقاها دير 135,000. اشحال زايده في لصنباك مثلا راهي دير 100,000 فراك. يجيبها لك حتى لهنا. حنا تروح للكروسيس تخلصها ب 135,000. 15,000 القبله. سكوبيدو هذا ماهوش نورمال. وعلاه الفرق ما كانش؟ الفرق ما كانش؟ كان نهارات كاين ونهارات ما كانش ناقص. نقول انا اللي لقيت تاع 1000 فراك نشري 1000 فراك، انا ما نقدرش تاع 2000 فراك. نشري 2000 تاع فراك، بصح تروح لاي بلاصه تلقى السلعه زادت والرقابه ما كانش. الرقابه ما كاين والو. وراها الرقابه. انت اي واحد يبيع. Voilà, cela, il ne s'agit que du pain. Beaucoup de secteurs en Algérie sont touchés par des difficultés aux quatre coins du pays. Avec nos invités sur cette dernière petite demi-heure, on va revenir maintenant sur cette nouvelle année qui arrive, ces prochaines semaines. On va essayer de comprendre et aller avoir l'avis de nos invités un peu comment la situation, notamment économique. Depuis maintenant 48 heures, nous évoquons cette thématique fortement dans le cadre de nos émissions. On nous parle de passer du mal au pire. Une situation économique désastreuse, une misère noire, une couche moyenne qui n'existe plus avec beaucoup en plus de pauvres et de riches d'un autre côté, une situation qui se dégrade. Vous avez pu le voir d'ailleurs dans le cadre de cette loupe, c'est-à-dire ces images que nous vous diffusons le 23 décembre. Vous avez vu notamment, je crois que c'est à Mostaganem, il y a une cohue pas possible pour se procurer de l'huile de table. Ce sont des images qui font toujours froid dans le dos, car comment en 2022 il y a de la cohue, de la panique, de l'effervescence, tout simplement pour se procurer de l'huile de table en Algérie, dans un très beau pays comme l'Algérie. Idir Ounouron, je reviens vers vous. On va essayer de comprendre un peu, de comprendre en tout cas, de réfléchir un peu sur la suite. On vient à la fois d'entendre, il y a 48 heures, un chef d'état-major qui nous parle beaucoup d'espace cybernétique, de réseaux sociaux. Donc voilà, faites attention à ce que vous dites. Nous serons fermés
terme là-dessus. Et d'un autre côté, on a un président Tebboune, vous l'avez dit, qui revient vraiment sur des vœux qui relèvent peut-être d'un autre pays, d'une autre époque, d'un autre monde. Comment peut-être vous analysez ces deux points? On a des Algériens qui vivent un quotidien difficile. Et selon vous, comment les Algériens, quelle période vont vivre les Algériens maintenant dans les semaines et dans les mois à venir, avec une réalité du terrain? Il y a cette réalité du président, mais il y a hélas cette réalité que nous disent vivre les Algériens et les Algériennes. Vous savez, dans les pays où les forces du marché sont organisées, où l'offre et la demande sont clairement établies, où vous avez des administrations qui jouent leur rôle, je regrette de dire, l'indice multiplicateur, quand il y a une inflation, c'est à la limite, c'est une inflation à un chiffre. Tandis que là, quand le pain qui est, je pense, un produit de première nécessité qui est soutenu par l'État, dans le cadre des transferts sociaux, qui augmente de 50%, c'est affolant. Et je pense que c'est la corporation des boulangers qui a décidé de faire passer le prix du pain de 10 dinars à 15 dinars. Mais que fait l'État dans ce cadre-là? Que fait le ministre du Commerce qui, encore une fois, au XXIe siècle, et quand on entend le président Tebboune, le chef d'état-major, M. Chengriha, dire le Jazair Ouwa Dariba, c'est une puissance. Non, je suis désolé, nous ne sommes pas une puissance, nous sommes loin d'être une puissance. Une puissance, c'est un pays qui arrive à soigner ses enfants, qui arrive à s'autosuffire sur tous les plans, et qui exporte des services, et qui est courtisé, et qui est respecté. Or, ce n'est pas le cas. Nous avons une diplomatie atone et aphone. Nous avons une économie exsangue, vide. Nous avons une industrie qui n'en est pas une. Et en plus à confectionner tous les comités théodules, genre Office contre la corruption, Institut de je sais pas trop quoi, qui n'ont aucun sens. Et là je rejoins Brahim, la multiplication des lois. À vous écouter, on vous entend, mais alors que se passe-t-il dans la tête du président algérien, de l'APS, qui dénonce clairement et qui rejette totalement ce rapport de la Banque mondiale? Que se passe-t-il? Est-ce que dans quel but, notamment le président Tebboune et puis ses ministres, ont peut-être du mal à accepter cette réalité et qui parle de relance économique, qui rejette un rapport? Je vais vous dire une chose concernant la Banque mondiale. J'ai eu à prendre le café avec un ami que je connais depuis plus de 50 ans et qui a exercé de grandes fonctions au niveau de la Banque mondiale. Il m'a dit le rapport qui a été fait est un rapport courant, banal, basique. Il n'y a aucune volonté de déstabiliser, c'est une réalité, il y a des indices, et puis ils font leur rapport, et tenez-vous bien, en accord avec les autorités algériennes. Puisqu'il y a même eu un petit entrefilet qui disait « Nous remercions les autorités algériennes, le ministère des Finances, pour leur collaboration et leurs remarques pertinentes. » Donc, ce qui laisse supposer que le rapport a été validé par les autorités algériennes. Et avec ça, on lit sur l'APS comme quoi c'est des lobbies qui en veulent au pays. Je pense que là, on est dans un discours surréaliste. Ils sont dans un déni de réalité. Et c'est gravissime. Quand on est dirigé, on est administré par des personnages comme ça qui sont juste dans la forme. Il ne faut pas qu'on parle d'eux. À l'extérieur. Mais c'est eux qui emmènent toutes les institutions, que ce soit celles sur l'IDH, que ce soit les classements dans les universités, que ce soit les classements dans le développement économique, qui nous classent parmi les derniers au monde. C'est la faute à leur mauvaise gestion, à leur impéritie, à leur incompétence. Un pays aussi riche Je pense que vous ne m'entendez pas, peut-être.
un pays aussi riche par Oui, ça. oui, je vous disais juste, en plus du déni, il y a toujours ce mot un peu d'ennemi. Faites attention, au nouveau du mal, ennemi extérieur, la Banque mondiale, la FMI, les ONG, les réseaux sociaux. C'est pourquoi? C'est pour entretenir peut-être une certaine crainte ou c'est une réalité? Il faut vraiment se méfier de la Banque mondiale. Non, pas du tout. Il s'exonore de toute responsabilité. Tout simplement, en disant c'est pas nous, c'est les autres. Je crois qu'à un moment donné, il faut que ça cesse. Et la solution passe inévitablement par véritablement changer de système, qu'on revienne à la démocratie, dans l'expression libre et souveraine du peuple algérien. Ce sera un processus qui sera long, mais nous devons passer par là, parce que la démocratie fait peur aux décideurs et pratiquement au commandement militaire, parce que dans la démocratie, il y a du contrôle a posteriori. Il y a du contrôle dans la prise de décision. La justice est indépendante, la presse est indépendante, la liberté d'expression, les corps sociaux et les corps intermédiaires sont organisés, les partis politiques font leur job, les institutions restent dans leur périmètre d'action tel que défini par la Constitution. Et c'est toutes ces questions-là qui nous amènent à ce type de problème. Et par rapport aussi à la masse monétaire qui circule dans le marché informel, la Banque d'Algérie avait dit il y a 2-3 ans, elle avait donné le chiffre de 70 milliards de dollars. C'est ce qui explique toutes les bulles, la bulle de l'immobilier en Algérie, la bulle de l'Argus automobile, et cet argent qui ne peut pas être recyclé dans l'économie formelle, fatalement va être attiré et séduit par les réseaux mafieux. D'où la drogue, d'où la cocaïne, d'où. C'est tout un processus, une architecture, et seul l'état de droit, je pense, pourra régler ce problème, mais ça prendra du temps. Brahim Younsi, bien écoutez, je vous fais réagir aussi un peu sur cette entrée en 2022 avec j'ai envie de dire, deux pays différents. On a la réalité d'un terrain, d'un quotidien de plus en plus difficile. On n'a qu'à revoir les émissions précédentes et vous les avez aussi vues et entendues. On entendait hier le syndicaliste Boualem Amoura qui nous faisait réellement un état très très difficile. Et puis d'un côté, on a voilà, un chef d'État très optimiste, très encourageant et qui dit clairement que maintenant que nous avons donc terminé le travail institutionnel, parachevé l'édifice institutionnel, d'aller vers l'achèvement des phases importantes attendues dans le marché de la nation, une prise en charge du développement social durable et afin de garantir une vie digne, c'est un mot très important ça dans la vie des Algériens et des Algériennes. On parlait des haragas tout à l'heure. Vous avez aussi l'impression un peu qui est de monde. Quelle perspective vous voyez demain pour les Algériens et les Algériennes dans leur quotidien, avec un président qui promet de très belles perspectives et un vrai décollage économique, et des Algériens qui ont du mal aujourd'hui à se procurer, acheter une baguette de pain? C'est ça la réalité. La réalité est que les Algériens ne peuvent pas acheter une baguette de pain. Nous savons que au moment où l'inflation a pris l'ascenseur, le pouvoir d'achat, c'est tenté que l'on puisse parler de pouvoir d'achat, a pris l'escalier, et plus encore, je vais inverser. Même si l'inflation, l'augmentation des prix a pris les escaliers, le pouvoir d'achat, lui, a pris l'ascenseur, mais vers la descente. C'est ça aussi la réalité de ce pays. C'est que la grande majorité, c'est une majorité des Algériens, des travailleurs, pour parler comme un syndicaliste, n'arrivent pas à acheter une baguette de pain. Une baguette de pain à 15 dinars, c'est excessivement cher. Mettez quelqu'un combien de baguettes, un travailleur à 10 000 dinars ou à 15 000 dinars peut acheter de baguettes. C'est aussi simple que cela. Les salaires sont extrêmement bas. L'inflation ne cesse d'augmenter. À ce tarif-là, moi, je préfère, je serais d'accord avec Milton Friedman, à savoir avoir une monnaie hélicoptère. Je veux dire qu'il faut mettre des billets de banque parce qu'on a usé et abusé de la planche à billets pour couvrir les déficits budgétaires.
eh bien, il faut distribuer de l'argent à la population. Il est clair que l'inflation va monter, mais au moins le peuple peut acheter les denrées indispensables. Il peut acheter ce dont il a besoin pour vivre quotidiennement. Vous parliez tout à l'heure de relance, mais à l'instant de décollage. Parce que si le gouvernement, ou celui qui se prétend être le gouvernement de l'Algérie, parlait de relance, mais il ne dit pas les moyens de la relance. D'autre part, il ne parle pas de relance, il parle de décollage en 2022. Or, pour décoller, à quel étage de la fusée sommes-nous? Nous connaissons les 5 principes de Rostow. Dans des projets économiques. Le décollage, c'est le 3e étage. Et est-ce que nous sommes au 3e étage du décollage? Est-ce que nous sommes au décollage? Est-ce que nous sommes au 3e étage de la fusée? Non, nous ne sommes pas au 3e. Nous sommes en train de régresser. L'Algérie régresse socialement, régresse économiquement et régresse y compris politiquement. Peut-être que les Algériens avaient plus de liberté il y a quelques décennies qu'aujourd'hui. D'autre part, nous sommes très loin de ce qu'on appelle le carré magique, le carré de Caldor, en termes de croissance économique. Quand la Banque mondiale parle de 4,1% de croissance économique pour l'année 2021, mais c'est une vue de l'esprit. C'est exactement le taux donné par le Premier ministre. C'est 4,1%. Or, de l'autre côté, le FMI donne un taux de croissance de 3,1%. Alors que, selon beaucoup d'experts, il n'a pas atteint 2,4%. Le taux de croissance économique hors hydrocarbures. Il n'a pas atteint 2,4%. C'est ça la réalité aussi de l'économie algérienne. Or, le pouvoir accepte et a fonctionné avec la Banque mondiale parce que, par anticipation, il est en train de procéder à des ajustements structurels que ni le FMI ni la Banque mondiale ne lui imposent pour l'instant. Ne lui imposent pas parce qu'il ne demande pas de l'endettement extérieur. Et pour cause, parce que le prix du pétrole, le prix du baril a monté, le pouvoir a une respiration temporaire, je dis bien temporaire et éphémère, une respiration financière temporaire et éphémère, mais il aura besoin, dans quelques mois vraisemblablement, en tout cas dans l'année qui s'ouvre en 2023, de besoins financiers beaucoup plus importants pour assurer ce qu'il appelle le décollage économique. En tout cas, l'économie algérienne et les finances de l'État, c'est un gruyère, il y a des trous partout. Partout où vous allez, il y a des trous, il y a des déficits partout. Comment va-t-il combler d'abord les déficits? Comment il va répondre à ces ajustements structurels? Et nous venons de le voir, et cela, ce n'est pas les spéculateurs qui ont fait monter le prix de la baguette à 15 dinars, parce que le prix du pain est fixé par le pouvoir. Il est fixé par le pouvoir. Cela veut dire que d'ores et déjà, le pouvoir répond à des injonctions indirectes du FMI et de la Banque mondiale. Je reviens vers vous dans un instant. On va terminer l'émission sur cette petite question qui est très importante. Je ne suis pas d'accord avec Abdou Semal qui disait tout à l'heure le Hirak a échoué, puisque le Hirak c'est un mouvement, c'est une révolution qui continue. Vous allez en parler certainement mieux que moi. 2 petites minutes chacun, hélas, car le temps passe vite. Mais la suite maintenant, cette révolution est toujours là d'une manière. Le Hirak est toujours présent sur les réseaux sociaux. Il y a des conférences, ça avance, ça repartira certainement d'une autre manière, mais comment le peuple algérien peut continuer pacifiquement comme il le fait, à continuer à s'exprimer, à s'imposer aussi dans un pays où il est aussi difficile tout de même parfois de dire les choses et de s'exprimer. Quelques perspectives positives, Eddy Nourouneron, et propositions peut-être comme ça à chaud, rapidement, que vous pourriez nous donner.
Non, ce que je veux dire, juste abonder dans le sens de Brahim, en disant que le taux de croissance affiché par à la fois la Banque mondiale et par M. Ayman, le Premier ministre, le 4,1, mais au 4,5e sont tirés par le prix du baril de pétrole, puisque même M. Tebboune a dit on va essayer d'exporter sur 2021 entre 4 milliards et demi et 5 milliards de dollars, chose qui ne sera pas évidemment au rendez-vous. Par rapport à la situation globale, d'abord, il faut comprendre la mesure que nous vivons depuis l'élection de M. Bouteflika en 1999 jusqu'à son éviction par une démission courtoise, on va dire. C'est quelqu'un qui est revenu prendre une revanche sur l'état-major et sur le peuple algérien, sur les militaires en règle générale. Et il est venu aussi pour humilier à la fois les institutions, les mépriser et mépriser le peuple algérien. Rappelez-vous, quand il a dit à une télévision française, si les généraux sont aussi forts, qu'ils viennent me bouffer. Vous imaginez de la bouche d'un président de la République parler de manière aussi outrancière. Et parallèlement à ça, il a dit aussi, si le peuple ne m'élit pas, vous vous rappelez d'une espèce de quota qu'il avait exigé de 80%, il a dit, je retournerai chez moi. Ce qui prouve un peu l'état d'esprit des gens qui dirigeaient à la fois donc, le commandement militaire et la personnalité de Bouteflika. Donc on paye les inconséquences de ce mépris souverain à la fois pour les institutions, pour les partis politiques, pour les corps intermédiaires et pour le peuple algérien. Quant au Hirak, monsieur Kassi, il est évident qu'il faut qu'il trouve d'autres formes de lutte. Et c'est pas plus mal qu'il trouve d'autres formes de lutte, parce que cela supposait qu'il faut une organisation derrière. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'avec les lois liberticides qui régissent actuellement l'activité à la fois de la société civile, des partis politiques, justement par l'ordonnance du 87 bis et de son décret d'application, ça acte, comme je l'ai dit la dernière fois, l'extinction de la vie publique. Et j'avais même dit à M. Benchenouf, c'était pas vous qui étiez à l'antenne, j'ai dit, certains militants seront obligés, peut-être parmi les plus radicaux pacifiques, de rentrer en clandestinité. Moi, je pense que le Hirak, ce qu'il a eu d'extraordinaire, c'est qu'il a été caractérisé par son côté pacifique, par son côté populaire et par son côté patriotique. Nous, c'est pas comme la Révolution française qui, Ibrahim probablement souscrira à. Je laisse juste une petite phrase. Nous, c'est une révolution populaire. Ce n'est pas une révolution bourgeoise comme celle de la Révolution française. Et je laisse le mot de la fin à Ibrahim, mon ami. Merci. Vous lui avez pris tout son temps. Mais bon, c'est pas grave. Vous appréciez. Brahim Younsi, 2 minutes vraiment sur l'avenir. Maintenant, il y a ce Hirak, il y a ce mouvement qui est là. Je lui donnerai mon temps. Très bien. 1 minute alors, un mot de positif. Ce que je veux dire, c'est que je ne reviendrai pas sur la question économique. Je voulais y revenir très brièvement. Je voudrais vraiment avoir votre avis sur des perspectives sur cette nouvelle année, cette révolution, ces Algériens, ces Algériennes. Oui, je ne réponds à personne, mais cette révolution est vivante. Elle est vivante, c'est un corps vivant, qu'on le veuille ou non. Il n'y a que les aveugles qui ne voient pas ce qui se passe réellement. Et le peuple algérien, contrairement au peuple romain, ne s'est pas retiré sur l'Aventin. Il est toujours là où il est, là où il était. Vous savez, comme dirait Trotsky, il y a des gens qui sont avec nous, mais qui ne sont pas des nôtres. C'est Lénine qui disait cela à propos de Trotsky. Il disait, il est avec nous, mais il n'est pas des nôtres. Il y a des gens qui prétendent être avec nous, mais qui ne sont pas des nôtres. Et ça, c'est une question, à mon avis, fondamentale à réfléchir. D'autre part, hélas, 1000 fois hélas, l'Algérie est un arbre mort. Un arbre mort, comme dirait Eliot, qui n'offre aucun abri. Or, la population sait que l'Algérie, le pouvoir, est un arbre mort qui n'offre aucun abri. Donc, c'est à elle de construire son abri.
voilà, le peuple le sait, il est en train de construire son abri et il sait que sans cette révolution, sans la révolution du 22 février 2019, sa situation serait pire, d'autant que le pouvoir illégitime est en train de plus en plus d'élargir le champ du conflit, le champ de la confrontation. Merci Brahim Younsi, un arbre mort peut-être, mais en tout cas des belles racines sont encore là, et notamment ce magnifique peuple algérienne. Merci de nous avoir suivis. Brahim Younsi, analyste politique cadre du MDA 82-88, Idi Rounouron, analyste politique, et Abdou Semal qui a commencé l'émission avec nous, journaliste Algérie Part. Merci à l'équipe technique de m'avoir accompagné techniquement pour réaliser cette émission. Encore une fois, prenez soin de vous tant bien que mal. On a une pensée pour vous, notamment de l'autre côté de la Méditerranée dans votre quotidien. Prenez soin de vous et j'aurai le plaisir normalement de vous retrouver demain soir pour un nouveau numéro de Microscoop sur El Marabia. Merci à tous.